Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis tellement contente de me retrouver ici avec un micro. Un 7 mars, parce que demain, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Je me considère privilégiée, mesdames et messieurs, en 2025, d'avoir un micro. Je me considère privilégiée de vivre dans un pays qui est pas encore un pays, mais mettons, de vivre au Québec, qui est un endroit où on respecte les droits des femmes, puisque c'est le sujet, hein, c'est ça qu'on va souligner et fêter demain. Je suis très fière de vivre dans un endroit sur la planète Terre où les femmes ont le droit de se faire avorter si c'est leur choix, où les femmes ont le droit de vote. Ça fait pas super longtemps, pas assez longtemps d'après moi, mais on a le droit de vote, on peut être élu. Et c'est important, en cette veille de Journée internationale du droit des femmes, de se rappeler tous les points sur la Terre où les femmes n'ont pas les mêmes droits que moi j'ai ou que toi tu as, Cybèle Olivier. Les femmes de ta génération, dans plein d'endroits à travers le monde, n'ont pas le droit d'avoir ce que tu as devant toi. Oh non, un micro, oui, un micro, une vrai. voix. Mm-hmm. Donc, c'est important de penser d'être à ça. en sécurité quand on se déplace. Tu sais, on a beau dire ce qu'on veut à Montréal. Si je parle de ma propre expérience, la majorité du temps, 95% du temps, je me suis sentie en sécurité de marcher toute seule, jour et nuit. Et vraiment, c'est pas le privilège que toutes les femmes ont à travers la planète. Et il y a personne, pour l'instant en tout cas, qui te dit comment tu dois t'habiller quand tu sors de chez toi. Moins. Voilà. Alors, c'est important de le mentionner. D'ailleurs, on va tout au long de l'émission souligner l'apport de femmes importantes. Alors, vous voyez, pour l'occasion, j'ai mis mon T-shirt « Je parle féministe ». Je l'avais acheté il y a quelques années de ça quand j'étais allée à Tout le monde en parle débattre de féminisme, et juste le fait que je me présente en ondes le dimanche soir à l'émission de Guy Lepage avec ce T-shirt-là, il y a une couple de féministes au Québec qui ont fait une crise cardiaque. Mais c'est pas grave, je vous aime quand même, mesdames. Alors, on va commencer l'émission en chanson et en musique. Ah, tu te demandes pourquoi? Ben oui. Ben parce qu'il y a plein de féministes au québécoises qui considèrent que je suis pas une vraie, comprends-tu? D'accord. C'est pour ça. Elles ont compris aussi pourquoi, quand elles ont lu mon livre, peut-être que moi non plus, j'avais pas envie de faire partie de leur club à elles. Mais ce sera un autre sujet de discussion. Donc, on va commencer l'émission en musique avec Annie Blanchard. Bonjour, Annie. Allô. Et Maxime Landry. Salut. Bonjour. Alors, il faut qu'on raconte pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Dans les locaux ici de Cube, à l'autre étage, c'est le local où on fait toutes les photos pour le magazine 7 jours, la semaine éco-vedette et tout ça. Et à un moment donné, j'étais allée me chercher un lunch, puis je vous ai croisés tous les deux avec Marie-Hélène Thibert, et je trouvais que vous aviez tellement une belle complicité tous les deux. Je me suis dit, il faut les recevoir. Donc, c'est gentil. Alors donc, vous avez évidemment cet album qui s'intitule « À bon port » qui sort aujourd'hui. Oui, et tout que ça frais. tombe donc bien. Mais je reviens sur ça. Je vous croise dans les corridors et vous êtes là tous les deux, Maxime et Annie, et il y a quelque chose dans votre regard. Votre amitié transparaît. Ça dure depuis combien de temps? Puis ça se manifeste comment, cette amitié-là, Annie? Ça dure depuis longtemps. En fait, Maxime et moi, on se connaît depuis plusieurs années, mais je te dirais que la première fois où est-ce que ça a vraiment cliqué les deux, René Martel nous avait invités au Festival Western de Saint-Tite. Et Mon là, Dieu. c'était un hommage à Willy Lamotte. C'était un spectacle extraordinaire qu'on faisait là-bas. Et René avait du flair. Et elle m'avait dit, je sais qu'avec Maxime, ça va marcher. Ah. Je vous mets les deux ensemble, vous allez faire ensemble pour la vie. C'était peut-être prémonitoire, je sais pas. Mais finalement, on le souhaite. Mais on s'est ramassés sur cette scène-là, on a chanté ensemble, puis c'est comme si on l'avait toujours fait. Il y a quelque chose de tellement... j'ai l'impression que c'est mon frère, en quelque part. C'était mon frère dans une autre vie. On a un parcours qui s'ensemble beaucoup, donc ça a été juste naturel, nous deux. Deux stars académiciens, évidemment. Maxime, je trouve ça vraiment charmant parce que c'est comme si René Martel
Feu René Martel, Oui. avait adoubé votre relation. Vous avez comme un peu, donné sa bénédiction. Ben oui. Puis c'est aussi l'amour du country à travers tout ça. C'est absolument charmant comme début d'amitié. Ben, d'avoir la bénédiction de René Martel quand on fait de la musique country, c'est comme, pour nous autres, c'est vrai, c'était la reine, tu sais. Puis Annie la côtoyait beaucoup plus que moi à cette époque-là. Elle faisait ses premières parties. Elle était très près de René. Moi, j'avais côtoyé Paul Darèche. C'était mon idole. La famille Darèche, j'écoutais ça. Les premiers spectacles qui sont venus chez nous en Beauce que j'ai vus, c'était Paul puis sa famille, tu sais. Fait que pour nous autres, les avoir vus aller, ces gens-là nous ont donné le goût de faire premièrement de la musique country, mais nous ont aussi, si on veut, donné leur bénédiction. Puis c'est vrai que René, dans notre parcours, elle a été comme super importante, inspirante. Puis d'ailleurs, on la chante dans notre tournée en ce moment. On lui rend hommage. On a même une chanson qu'on fait en trio avec elle. On entend sa voix sur notre dernier album. Ouais. Parce que moi, j'avais enregistré une chanson avec elle, une de mes compos. J'avais appelé René pour la faire en studio avec elle. Puis c'était Scott Price qui réalisait l'album. Il y a plusieurs... Scott Price, le gars qui jouait du piano avec à côté de Céline oui, sur la Tour Eiffel. Lui, Scott Price, là. C'est de lui qu'on parle. Exactement. Ouais. Il a réalisé 2 albums pour moi. Puis quand on a enregistré la voix de René, évidemment, je vous parle de ça, c'est il y a 10-12 ans là, que l'album est sorti. Puis récemment, après le départ de René, en fait, j'ai appelé Scott, qui était avec Céline à quelque part. Puis j'ai dit, Scott, as-tu encore ça dans tes disques durs? Peux-tu fouiller puis retrouver? Parce que fallait vraiment isoler la voix de René pour en faire une nouvelle version. Ce qu'on a fait, puis ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le spectacle qu'on fait en ce moment, qu'on va faire au Casino demain et dimanche, on entend cette voix-là de René Martel qui chante avec Annie et moi. Tu sais, c'est magnifique. C'est un immense cadeau qu'on a reçu de ces pionniers-là, tu sais, pour nous autres. Alors, on va évidemment parler du nouvel album, mais je suis contente que tu parles de cette tournée-là, le spectacle country de nos idoles, parce que, bon, il y a évidemment du Paul Darèche, il y a du René Martel et tout ça, mais moi, je veux qu'on prenne quelques instants pour pour parler de quelque chose qui, selon moi, est vraiment bizarre. Comment se fait-il qu'il y ait autant de gens au Québec qui aiment le country, qui se déplacent pour aller voir vos spectacles de country et qu'il y ait si peu premièrement, d'émissions consacrées au country, qu'il y en a pas suffisamment qui jouent à la radio et qu'il y a comme une élite au Québec qui snobe encore un peu le country. C'est fou, c'est comme un monde parallèle, hein? Parce que Paul Darèche, avant de lancer son album Mes amours, mes amis, puis vendre 100 000 copies, puis que là, tout d'un coup, les gens reconnaissent Paul, mais ça faisait déjà, je sais pas combien d'années qu'il faisait ce métier-là, il y avait son public, il avait vendu aussi des centaines de milliers d'albums, là, c'est vraiment comme ça. Puis René Martel aussi, il y a une espèce de monde parallèle qui consomme de la musique, qui vont voir des spectacles, qui sont fidèles aussi à leurs artistes. Puis Paul joue pas non plus à la radio en ce moment, mais malgré ça, ces salles sont toujours pleines partout, tu sais. C'est très bizarre. Comment t'expliques ça, Annie? Moi, je l'ai jamais compris. Ouais, toi non plus. Je l'ai jamais compris parce que nous, on vient du country. On est nés dans cette belle famille-là depuis qu'on est tout petit. C'est pas vrai que Maxime et moi, on fait ça juste parce que, tout d'un coup, c'est à la mode ou ça fait partie, ça coule dans nos veines. Ça vient de chercher les tripes aussi quand t'en chantes. Exactement. Donc, tu peux pas faire du country si ça vient pas de chercher à l'intérieur. Sinon, ça va sonner ballonné. Là. Exactement. En fait, ce que je trouve quand même qui est bien depuis quelques années, c'est que notre country a pris plusieurs coche au niveau de la qualité du son. On a des artistes, justement, quand Paul est arrivé, tu sais, c'est Isabelle qui l'a fait découvrir. C'est Isabelle qui a chanté à ma mère Isabelle au grand Boulay. public. Exact. Et là, c'est parti pour lui. Et Mario Pelchat est arrivé. Et là... Je sais pas, j'ai l'impression que le grand public qu'on appelle, parce que moi, j'ai toujours trouvé que la famille country était ailleurs, a découvert cette belle musique-là et tout le monde a été touché. Puis il y a beaucoup de gens qui me disent... Je veux pas le dire, mais j'aime ça. C'est ça. Voilà, mais pourquoi? Ça. Mais tu sais, même Berries qui reprend Je pars à l'autre bout du monde de Paul Darèche. Puis ça s'est retrouvé je pense que c'était dans Unité 9. Oui, exactement. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, je voulais prendre le temps d'en parler parce que moi, c'est ce que je remarque aussi, cette espèce de monde parallèle. Puis moi, ça me choque quand, dans la culture populaire, qu'il y ait des pans qui soient comme boudés ou snobés. J'haïs ça parce que j'haïs le snobisme. Mais, et pourtant, on arrive en spectacle, on va chanter une chanson comme 1000 après 1000, là, qui est comme l'hymne au country. Mais tout le monde la connaît, tout le monde la chante avec nous autres, tout le monde connaît cette chanson-là et tout le monde l'aime profondément. Puis ce qu'on aime, en fait, ce qu'on apprécie le plus, c'est qu'Annie et moi, on avait aussi un public
plus populaire, si on veut, parce que j'ai fait de toutes sortes de chansons, toutes sortes de chansons. Et il y a des gens qui sont venus me voir, qui m'ont suivi dans cette aventure country-là, puis qui me disaient comme, hey, c'était pas du tout ma tasse de thé, mais finalement, je dois dire que j'adore le country, je savais même pas que j'aimais ça. Ben voilà, puis on fait découvrir des chansons aussi qui existent, qui sont belles depuis longtemps, et que les gens redécouvrent. Quand on est arrivé avec le projet de Kenny Rogers et Dolly Parton, les gens ont redécouvert des chansons qui sont extraordinaires, mais qui sont belles, puis qui ont toujours été belles, et qu'ils ont toujours aimé. C'était votre album précédent avec Jolene. Il y a quelqu'un qui nous pose la question, puis peut-être pour expliquer un petit peu la question que tu posais, il y a quelqu'un qui nous dit, c'est JC, il dit que toutes les décisions sont régies par du monde de la ville. Est-ce que c'est pas la même petite clique qui prend les décisions par rapport à ce qui est diffusé sur les radios? Avez-vous une impression que c'est peut-être le mauvais monde qui choisit? Peut-être urbain, moins urbain, mais peut-être. Je sais pas. Pourtant, il y a l'assaut qui est à Montréal. Ou peut-être qu'il n'y a pas pantoute, tu sais, mais moi, ça m'a interpellée savoir que les décideurs sont-ils les bonnes personnes. Merci, JC, en fait, c'est... moi, j'ai l'impression qu'on a comme... Moi, avec le temps, j'ai senti que j'avais eu comme une étiquette qui s'est installée. Cette fille-là a fait du country. Donc, peu importe ce que je vais proposer... Évangeline, c'est quand Évangeline a joué dans les radios une chanson de 5 minutes et demie que... Je me souviens à l'époque, ils m'ont dit c'est impossible que ça rentre dans les radios. Impossible. Mais c'est les radios qui la demandaient et ils l'ont fait. Puis c'est rare. Cache-cache, même chose. La chanson de Max qui l'a fait connaître. C'est des longues chansons. C'est pas... Mais on a eu avec le temps une espèce d'étiquette country qui s'est installée. Nous autres, on en est fiers. Puis on s'est toujours dit, Maxime et moi, peu importe, on va pas faire de la musique parce qu'on veut que ça joue à la radio, on va le faire pour les gens. Mais c'est vrai ce que JC dit, que cette étiquette-là existe et que moi, je me souviens que le premier album country que j'ai lancé en 2013-2014, les radios jouaient de mes chansons, donc je suis arrivé avec du nouveau matériel. Oh mon Dieu, une des premières fois, je me souviens même, Annie, tu m'avais écrit... T'as fait entrer de la steel guitare sur les radios populaires. Mais ça s'est arrêté là, par exemple. Après ça, ils n'ont pas continué à me suivre dans cette trip-là. À toutes les radios musicales, si seulement le reste du temps, entre 6 et 6, on était une radio musicale au 99.5. Mais non, je taquine mes collègues. Mais merci on va de faire le la place à la musique, par exemple. Oui, c'est important. Alors justement, on va la faire entendre la musique. Alors, de votre nouvel album qui sort aujourd'hui, ça s'intitule À bon port. On va entendre Pas assez d'une vie. Tu nous l'as fait un tout petit peu pendant la pause. Et bien là, on va l'entendre au complet. Allons-y. J'ai tout donné, toute ma vie. J'ai rien volé, j'ai tout acquis. J'ai tant rêvé, j'ai tant subi. Mais je suis resté avec toi ici. S'il fallait que demain soit arrivé le bout du chemin, je n'aurais pas assez d'une vie. Je t'ai aimé, tu m'as menti, tu m'as trompé. Moi je t'ai souri. Oh, tu as été plus qu'une chanson. Et je te dois mon horizon. S'il fallait que demain soit arrivé le bout du chemin, non, je n'aurais pas assez d'une vie.
n'aurai pas assez d'une vie. Un dernier mot, un signe de la main, à bout de sanglots. J'essaierai en vain de tout oublier. De tout oublier. Bravo et surtout merci. Moi, je me sens privilégiée. J'ai l'impression, tu sais, quand tu vas voir un spectacle puis tu te dis, oh mon Dieu, j'aimerais ça être sur scène avec eux. Oui, ben, moi, j'ai été sur scène entre les deux. entre Annie et Maxime. Surtout quand tu lui as dit, tu m'as trompé. Je me disais, hey boy, ça va mal Je vis finir. quelque chose, là, j'ai pas d'affaires là. C'est ça, à te regarder. C'est ça. C'est pas comme à toi qu'elle parle. Elle parle à On va quelqu'un vous d'autre. inviter au casino entre Avec nous deux plaisir. pour cette chanson-là. Ben En fait, ça. Pour voir ses faces, ses réactions. Dans le fond, on fait de la radio pour se payer des shows privés. Exactement. Voilà. Tout ça Merci est un de l'invitation. prétexte. Merci Maxime Landry, merci Annie Blanchard. Il n'y a aucun risque qu'on vous oublie. Votre album À bon port sort aujourd'hui, puis vous allez être demain et dimanche au Casino de Montréal, puis ensuite Saint-Eustache, Brossard, Québec, Terrebonne, partout au Québec. Merci d'avoir été là. Merci. Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Alors demain, le 8 mars, c'est bien sûr la journée internationale des droits des femmes. Le mot le plus important là-dedans, c'est droit. C'est pas une journée, c'est pas la journée du secrétaire, de la secrétaire. C'est pas, on n'apporte pas une rose à sa maman. C'est pas la fête des mères. C'est pas la fête c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est important de le rappeler. Et, relié à ça, il y a une idée assez charmante. On a repris la carte du métro de Montréal et on a imaginé à quoi cette carte pourrait ressembler si le nom des stations, chacune des stations portait le nom d'une ou de deux femmes. J'avais envie d'en parler avec celle qui a eu cette idée-là. Elle s'appelle Chantal Ringuet. Elle est autrice. Oui, vraiment, autrice. Vous aimez ça, ce mot-là, Chantal? On va commencer un débat dès le début. Vous savez, c'était dans le dictionnaire avant l'Académie française, le mot autrice. Alors moi, j'aime bien quand les noms ont des origines historiques. Parfait. Vous avez le droit, le droit d'aimer ça. Je suis flexible. D'accord. Bon, vous êtes auteur, vous êtes traductrice, vous êtes professeur. Enfin bref, vous êtes une chercheuse, vous êtes une femme exceptionnelle, une brillante intellectuelle. Et vous avez eu cette idée, en fait, de faire à Montréal, ce qui avait déjà été fait dans d'autres grandes villes, comme New York, par exemple, une carte avec des noms de femmes pour les stations. Pourquoi c'est important que la même chose existe à Montréal? Alors, si vous savez, Sophie, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Quand on se promène à Montréal, c'est toujours frappant au fil des ans de constater l'absence des femmes dans la toponymie urbaine, c'est-à-dire que les noms de rues, les noms de parcs, les noms d'autoroutes, même les noms des ponts et des monuments sont attribués le plus souvent à des hommes. C'est vrai. Ce qui ne correspond pas à notre réalité, en fait, aujourd'hui, parce que les femmes ont joué un rôle très important dans le développement de la ville, dans son évolution, et ça a fait quand même très longtemps. Et donc, l'idée, c'était comment peut-on renverser cette situation alors que dans les faits, c'est très difficile à déjouer. Vous savez, ces choix-là ont été faits il y a très longtemps, il y a 150 ans. En même temps, la ville est très développée. Comment faire? Proposer une carte alternative du métro de Montréal qui serait une ville de femmes, c'est une très, très belle idée parce que, en fait, ça nous permet d'aller chercher le pouvoir de l'imaginaire pour transformer notre conception de la ville. Et il y a eu plusieurs initiatives qui ont été faites par le passé, vous savez, des listes de femmes, etc. Chaque initiative est importante et cette fois, celle-ci, elle est ancrée dans le territoire. Donc, dans la carte du métro. Vous le mentionniez tout à l'heure, en effet, et maintenant, Montréal devient la 4e ville au monde à avoir sa carte du métro en ville de femmes après New York, Londres et Barcelone.
D'accord. Par contre, c'est important pour les gens qui nous écoutent, c'est pour l'instant virtuel, c'est-à-dire que demain matin, vous prenez le métro le 8 mars, vous allez pas partir de la station Ariane Moffat pour vous rendre à la station Idola Saint-Jean. Ce que moi j'aime de cette idée de carte, c'est que bon, ça a été fait en collaboration l'Université de Montréal, la STM et vous, c'est vous qui avez eu l'idée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des noms très connus. Je viens de mentionner Ariane Moffat. Et il y a des noms vraiment pas connus du tout, dont par exemple une dame de la communauté chinoise qui a vécu au 20e siècle. Et moi, je l'ai tellement découverte que là, j'essaye de retrouver son nom et je la retrouve pas. Sui Fang. Alors, Sui Sin Phar, Merci. De son vrai nom, Edith Maud Eaton. Oui, c'est un exemple que j'aime beaucoup, Sui Sin Phar, parce que une femme issue de la communauté chinoise qui avait immigré à Montréal, qui a été l'une des premières vraiment à se battre, issue d'une famille qui a eu des difficultés économiques, et qui a commencé à écrire dans la presse anglophone. À travailler au départ comme secrétaire et ensuite à travailler dans la presse anglophone. Et petit à petit, elle avait le désir d'écrire. Et elle a écrit des romans. Et elle est devenue, en fait, l'une des premières femmes de cette communauté, de la communauté chinoise, en Amérique du Nord, à publier ses œuvres. Alors ça, c'est très peu connu de nos jours. Puis elle vivait à Hochelaga. Elle vivait à Hochelaga, puis tu sais, maintenant c'est tellement Hochelaga, tu sais, Hochelag, ils ont même leur propre jean et tout, mais je trouve que c'est important de rendre hommage à ces femmes-là qu'on ne connaît pas. J'ai deux questions pour vous. Selon moi, il y a deux personnes centrales qui ne sont pas là, et je veux que vous m'expliquiez pourquoi. Jeannette Bertrand, Pauline Marois. Oui, alors, écoutez, vous savez, à New York, il y a près de 500 stations de métro. Savez-vous combien on en a à Montréal? On en a 68. Alors, d'entrée de jeu, quand on a commencé à faire ce projet avec l'Université de Montréal et ensuite la STM s'est ajoutée à nous, on savait que l'exercice était périlleux, qu'il allait être teinté de nos subjectivités. Donc, moi, j'ai été accompagnée par un comité consultatif de 6 femmes de différents domaines, de différentes générations à l'université, et on s'est toutes prononcées. À partir de là, on sait que il y a des femmes absolument remarquables qui auraient eu leur place dans la carte et qui ne sont pas là. Maintenant, on pourrait nommer d'autres noms. Nous avons plusieurs critères sur lesquels on s'est basé pour déterminer les noms des femmes qui allaient y être. Donc, on voulait on voulait refléter un équilibre entre les générations, les professions, les différentes communautés. On voulait aussi ancrer cette carte dans l'actualité. Donc, contrairement aux politiques publiques ou aux nominations dans la ville, on a le droit d'ajouter quelques vivantes. Et c'est celles-là qui suscitent la controverse, bien sûr, si elles sont là, si elles ne sont pas là, parce qu'elles sont encore parmi nous. On peut les aimer, ne pas les aimer. Alors, nous, on a essayé d'y aller d'une façon très rationnelle, avec beaucoup de critères, mais on reste très conscient que c'est un exercice. Donc, le produit est fini, mais ce n'est pas une fin en soi. Et ce que j'aime beaucoup évoquer, c'est qu'à travers la présence de toutes les femmes qui sont sur la carte, nous en avons 73 parce qu'il y a quelques duos, ces femmes évoquent d'autres femmes à leur tour, qui sont comme des présences sororales, des femmes avec lesquelles elles ont travaillé ou elles sont allées dans les mêmes lieux de formation, etc. Et donc, ce que nous voulons susciter, c'est vraiment une discussion collective sur l'importance incontournable de reconnaître les droits des femmes et leur présence dans la ville aujourd'hui. D'accord. Mais je suis entièrement d'accord, mais vous me connaissez un petit peu. Je pense que vous savez un petit peu à quel point je peux, quand j'ai un point à défendre, je vais le défendre. J'ai rien contre Ariane Moffat, je la trouve extraordinaire. J'ai rien contre Rima El Khoury, qui est chroniqueuse au journal La Presse. Mais quand je vois leur nom et qu'il n'y a pas Jeannette Bertrand et qu'il n'y a pas Pauline Marois, je me dis, je trouve ça quand même, tu sais, quand on veut reconnaître, parce que le critère premier, ce sont des femmes remarquables. J'adore la comédienne Anne-Marie Cadieux, j'adore sa sœur photographe Geneviève Cadieux, je trouve ça charmant qu'elles aient toutes les deux une station de métro. J'adore Dominique Fortier, c'est mon écrivaine québécoise préférée. Je la trouve fabuleuse, mais qui est
Dominique Fortier et qu'il n'y a pas Pauline Marois, je me dis, mais le comité, je sais pas, vous avez bu le Kool-Aid, je sais pas, c'est comme un oubli monumental. Jeannette Bertrand, il me semble que la première station au centre de la ville, il n'y a pas Clémence Desrochers, je veux dire, il y a quand même des gens, des femmes monumentales au Québec qui ont été larguées. Donc, si on veut arrêter d'invisibiliser les femmes, la première femme première ministre du Québec, il me semble, c'est un incontournable. C'est très important ce que vous soulignez. Je ne suis pas totalement en désaccord avec vous. Bon. Maintenant, quand je vous disais que nous avons un certain nombre de critères, je vous invite à les consulter dans le je les ai consultés. D'accord. Oui, mais fait, il y a... Oui, allez-y. Ben, c'est qu'en fait, un des critères, parce que j'ai lu aussi l'entrevue que vous avez accordée au Devoir, où vous dites, on voulait choisir des gens qui n'étaient pas déjà sous les projecteurs médiatiques ou politiques. Ben, Rima El Khoury, elle écrit dans la presse. Je veux dire, ça s'appelle avoir des projecteurs médiatiques. Oui, attendez, il y a aussi, à moins qu'elle se soit distinguée en raison d'autres critères, soit pour représenter une autre communauté montréalaise, soit parce que elle favorise, par exemple, le dialogue interculturel, soit parce qu'elles ont des critères, par exemple. Des critères diversitaires. Donc, mais disons-le clairement. Il n'y a pas Pauline Marois, mais il y a une réalisatrice pour laquelle j'ai le plus grand respect, Tahani Rached. Mais je veux dire. Donc, on a considéré comme critère plus important d'être très multiculturel versus rendre hommage à une femme exceptionnelle qui s'appelle Jeannette Bertrand puis une femme exceptionnelle qui s'appelle Pauline Marois. Là-dessus, je vous arrête. Puis il fallait approuver que ce soit approuvé par la STM. Non, c'est parce que ça m'agace un petit peu, Chantal. Oui, je comprends votre avis tout à fait. Là-dessus, je vous dirais que, écoutez, c'est sûr que cette carte ne fera pas l'unanimité. C'est intéressant parce que ça suscite le débat public. Et c'est ça qu'on veut. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que, éventuellement, si ça fait en sorte que les gens sont capables de susciter d'autres formes, d'autres façons d'honorer les femmes de Montréal qui ont eu une contribution importante, bien, allons-y. C'est ça qu'on veut, en fait, alimenter. Et si cette carte peut aussi avoir une certaine influence par rapport aux politiques publiques, il y a d'autres lieux qui seront à nommer éventuellement à Montréal. Je pense que l'idée de renforcer la présence des femmes dans la ville, c'est absolument important. Oui. Voilà. Donc, renforçons la présence des femmes en autant qu'on tient en compte, évidemment, toutes sortes de critères qui n'ont rien à voir avec ce que ces femmes-là ont contribué à la politique publique. Je vous avoue que, en tout respect, c'est un projet qui est avant tout féministe, avant d'être inclusif, mais qui est aussi inclusif. Je pense que l'inclusion a été plus importante que montréalaise. Voilà. Mais moi, je suis pour l'inclusion, Chantal. Mais à un moment donné, il faut arrêter aussi d'avoir toutes sortes de critères annexes. Pour les critères annexes, des fois, nous font perdre de vue l'objectif qu'on se fixe. Si on fait le bilan à un moment donné des gens qui ont fait avancer la cause des femmes au Québec, je pense que il y a quand même deux incontournables. Et je me répète, mais Pauline Marois et Jeannette Bertrand qui ne sont pas là, moi, je considère que c'est quand même une forme de gifle. Et je peux pas parler en leur nom, mais je trouve ça quand même un petit peu insultant pour elles qu'on ait tenu compte de toutes sortes de critères. Vous nommez des vivantes, mais vous ne nommez pas Thérèse Casgrain, vous ne nommez pas mais c'est très bien que Levasseur, vous ne nommez pas toutes les autres qui sont francophones et qui sont reconnues. Non, mais Idola Saint-Jean, je suis très contente qu'elle soit là parce qu'il y a trop peu de gens qui la connaissent. D'ailleurs, il y a sa statue devant l'Assemblée nationale à Québec. Ce sont des gens extrêmement importants. Mais elle a servi à quoi, Thérèse Casgrain? Elle a servi à quoi, Idola Saint-Jean? Elle a servi à l'accession au pouvoir de Pauline Marois. Alors, si on fait ça, mais qu'on ne fait pas Pauline Marois, moi, je pense qu'il y a des gens à l'Université de Montréal qui ont dit « Hey, Pauline Marois, hey, la Charte des valeurs. » Je suis convaincue que le mot Charte des valeurs a été prononcé dans le comité quand on a évalué la possibilité. Je n'ai pas de commentaires à vous faire sur le comité, mais c'est une drôle de façon de positionner les choses. Je vous dirais que je suis ravie de vous entendre parce que ça suscite le débat public et je vous invite vraiment à faire votre propre initiative en ce sens pour reconnaître les droits des femmes dans la ville. Je vais faire ma carte une très bonne journée internationale des droits des femmes, Sophie. Absolument. Merci beaucoup. Mais c'est pour ça qu'on est
féministe, c'est qu'on peut avoir ce dialogue-là et ce débat-là, et on n'est pas fâché pour autant, mais j'ai le droit d'exprimer mon désaccord, et surtout une immense déception. Une immense déception. Vous êtes en désaccord avec l'initiative et avec le message qu'on veut transmettre, à savoir reconnaître l'importance des femmes dans la ville? Non, mais je suis déçue du résultat, tout simplement, puis j'ai le droit de l'exprimer, puis je comprends. Vous êtes déçue de deux noms sur 73, si j'ai bien compris. Mais c'est pas des noms mineurs, Chantal, hein. Je veux dire, c'est pas des noms mineurs. Arrêtez, là, c'est pas mineur. Je vous invite à faire votre initiative et à y travailler avec un comité. Et on va en reparler avec plaisir. C'est ça, c'est peut-être ça le problème. Ben oui, c'est ça, Chantal. C'est ça. C'est peut-être ça le problème. Un comité. Quand tu mets 22 personnes autour d'une table, puis là, il faut faire plaisir à tout le monde. Puis là, est-ce qu'elle a quitté, Chantal? Ah, elle a pas aimé les questions que je lui ai posées. Ah, ben, elle a quitté pour de vrai, Jean-Philippe? Incroyable. Moi, c'est ça à quoi ça me fait penser. C'est incroyable. On peut faire rentrer Marianne, ma prochaine invitée. Équité, diversité, inclusion. Tu sais, plus tôt, tu demandais par rapport au comité. Ben moi, je pense que c'est peut-être des questions comme ça qui ont été soulevées également pour le nom de certaines Non, on n'a pas besoin de faire un sweep. On va passer à Marianne tout de suite. Non, mais c'est incroyable. Elle a décroché, elle a coupé la ligne parce qu'elle n'aime pas. C'est quoi ce féminisme-là où on ne peut pas dialoguer? Je m'excuse, mais en 2025, tu veux rendre hommage à des femmes importantes qui ont façonné le Québec. Tu ne mets pas Jeannette Bertrand, tu ne mets pas Pauline Marois. J'ai le droit, moi, Sophie Durocher, sur les ondes de Cube, de trouver que ça n'a aucun de bon sens. Puis en cas, je me retiens parce que je sais que les collègues aiment pas ça quand on sacre en ondes, mais moi, ça me met en sacramouille, pour reprendre une expression de Benoît. Je veux dire, c'est bien beau, les critères de ci, puis de ça, puis de faire plaisir à tout le monde, puis il faut être politiquement correct, puis il faut représenter la diversité. Mais je veux dire, Pauline Marois, là, moi, j'ai pas toujours été d'accord avec elle. Il y a bien des affaires qu'elle a fait dans sa carrière. J'étais pas d'accord avec elle. Mais le jour où on rend hommage à des femmes qui ont façonné le Québec, puis qu'on la met pas, ben c'est sûr qu'il y a un agenda politique derrière ça. Puis j'aimerais ça que les gens qui ont participé au comité, là, les 6 femmes, là, qui ont participé au comité, puis qui ont décidé, toi, tu y es, puis toi, tu y es pas, qui nous explique pourquoi Pauline Marois et Jeannette Bertrand sont pas là. Je vais me calmer à un moment donné. Marianne Despelteaux, vous êtes journaliste à Franco-Presse. Bonjour. Bonjour. Désolée que vous arriviez dans une telle tempête. Vous avez publié un article extrêmement important sur la santé des femmes dans les Forces armées canadiennes. Je vous laisse l'expliquer pendant que je reprends mon souffle. Oui, donc c'est un texte qui rassemble plusieurs éléments, là. Le fil directeur, c'est... Je sais que vous allez apprécier ce terme, mais c'est l'invisibilité des femmes au sein des Forces armées canadiennes. Oui. Ça commence avec une invisibilité qui est justifiée par le fait que l'armée est majoritairement masculine. Et donc, les femmes qui sont arrivées beaucoup plus tard doivent s'adapter. Et ça termine avec aujourd'hui une nouvelle tendance, notamment en termes de santé, qui est... en fait, on va utiliser le titre « Femmes et de diversité ». Et donc, maintenant, il y a une crainte qu'on retourne à une certaine invisibilisation des femmes avec cette nouvelle tendance. Là, je pourrais le détailler davantage tout à l'heure. Et le point de départ dans tout ça, c'est une histoire bien triste de femmes qui ont subi des réductions mammaires ou des ablations totales de leur sein pour pouvoir porter l'équipement militaire. Donc là, on parle pas... Donc, porter l'équipement ou porter l'uniforme, parce que traditionnellement, l'uniforme militaire est conçu pour un corps d'homme. Il n'a pas suffisamment été adapté pour les femmes. Donc, moi, je trouve que c'est une bombe que vous lancez avec cet article-là, Marianne. C'est pour ça que je voulais vous avoir aujourd'hui. Donc, il y a un rapport auquel vous avez accès, qui détaille le fait qu'il y a des femmes dans l'armée canadienne, écoutez ça tout le monde, je capote ma vie, des femmes qui ont subi une ablation ou une réduction mammaire pour pouvoir donc porter l'uniforme de l'armée ou transporter l'équipement, parce qu'on imagine bien le sac à dos, tout ça, là, les seins rentrent, sont dans le chemin. Ouais. Et c'était épouvantable. L'uniforme a été adapté, c'est surtout l'équipement, en fait, qui pose problème, notamment, puis on rentre dans des termes techniques, mais tout ce qui est protection balistique, qui est quelque chose de très lourd et qui est souvent droit au niveau de la poitrine. Et donc, pas adapté au corps typiquement féminin, mais bien au corps typiquement masculin. Le rapport, en fait, c'est un rapport de comité parlementaire. Là. Personne n'ira lire ça, ça fait plus de 300 pages, mais il est public. C'est le comité permanent sur les anciens combattants.
Et ça portait sur les vétéranes. Et du fait que les vétéranes aussi sont invisibles la plupart du temps, là, que ce soit dans les demandes d'indemnisation plus tard ou même dans le travail et leur contribution. Autant quand on pense à armée ou vétérans, on pense souvent à un homme. Donc, c'était un petit peu le point de départ de ce rapport-là. Et donc, nous, à Franco-Presse, on en a parlé un petit peu, mais je dois le souligner, il y a ma collègue Lise Denis au droit qui a beaucoup travaillé là-dessus aussi. Puis on s'est rendu compte de la même chose, c'est assez drôle. Les femmes qui ont témoigné, qu'on dit, oui, ben moi, j'ai déjà fait une modification corporelle ou même songé, puis encore aujourd'hui, là, en 2024-2025, je songe encore à faire une telle modification pour pouvoir mieux supporter certains équipements. Quand on a questionné les autorités officielles, donc Défense nationale, Forces armées canadiennes, on nous a dit, à moi et à ma collègue Lise Denis, la même chose, c'est-à-dire on ne le nie pas, c'est sûr que ça doit arriver, vu qu'elle témoigne en ce sens-là, mais est-ce que ça fait pas partie d'une décision plus large? Est-ce que c'est pas plutôt multifactoriel? C'est peut-être plus complexe que juste l'équipement? Ce qui, comme journaliste, est toujours très frustrant parce que quand on essaye de savoir ce qui est vrai... Bon, donc, nous, on s'est dit, on va se fier quand même aux témoignages. On va croire ces femmes-là, ces vétéranes-là. Mais c'est sûr que la réponse officielle qu'on a reçue était beaucoup plus nuancée. D'ailleurs, les Forces armées canadiennes n'étaient pas au courant de cette histoire-là. C'est incroyable. C'est ça. Ils l'ont appris avec la publication du rapport parlementaire. Donc, ça veut dire quand même que je pense qu'il faut, en cette journée, à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, remercier premièrement les femmes qui choisissent de faire carrière militaire et les remercier aussi parce qu'elles le font au prix de leur santé dans certains cas. Parce que, donc, l'exemple que vous venez nous donner avec l'ablation ou les réductions mammaires, elle pourrait avoir le choix aussi de dire, ben là, je vais quitter l'armée parce que c'est trop difficile. Donc, elle décide de rester et de faire ce sacrifice-là. C'est quand même assez incroyable. Mm-hmm. Je pense que ça démontre probablement la détermination là, de ces femmes-là. Ça fait hommage à ça. C'est pas... Là, je parle d'ablation des seins, c'est probablement l'exemple le plus extrême, là, mais quand on parle de santé des femmes, il y a tellement de choses qui rentrent là-dedans. Oui, puis vous le détaillez dans votre texte. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller consulter ce texte-là sur le site de Franco-Presse. Et c'est pas la première fois que vous venez à l'émission, Marianne. Et je veux vous féliciter parce que vous faites un travail de journalisme, vraiment d'enquête et tout ça. Donc, c'est une jeune femme qui fait du journalisme d'enquête. Moi, je trouve que vous êtes l'avenir. Donc, j'aime beaucoup vous recevoir. Vous parlez dans votre texte, par exemple, de troubles physiques résultant d'agressions sexuelles, des douleurs physiques de longue durée, difficultés reliées à la reproduction, aux menstruations. Il y a beaucoup de problèmes de santé spécifiques aux femmes et l'armée fait quoi? Elle fait ça. Pas tout à fait. Il y a quand même eu des améliorations dans les dernières années. Les femmes ont accès à peu près à tous les postes au sein des Forces armées canadiennes depuis 1989. Donc, il y a quand même eu des évolutions. Par exemple, l'accès aux culottes menstruelles, parce que quand on est sur le terrain, dans certains pays... On ne pense pas, hein? Mais ben c'est tout bête, mais il n'y a pas de couche-tard ou de Jean Coutu partout pour s'acheter des tampons. Donc cette culotte... Jean Coutu, on trouve de tout sauf un ami. Même un ami. Et aussi, vous nous parlez des appareils urinaires pour permettre aux femmes d'uriner debout lorsqu'elles sont sur le terrain. Ça a fait l'apparition au cours des dernières années. Merci beaucoup, Marianne Despelteaux. On va aller lire votre texte sur Franco-Presse. Et désolée de vous avoir accueilli en plein milieu d'une tempête, mais moi, quand on défend pas comme il faut les droits des femmes, ça me met hors de moi. Merci beaucoup d'être venue en personne en studio. Merci, Marianne. Merci. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue. Et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Alors, au cas où vous le sauriez pas, demain, le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Et si ça vous tente de voir deux femmes discuter et ne pas être d'accord et en voir une des deux raccrocher la ligne au nez de l'autre parce qu'elle n'aime pas ce que la première lui dit, ben vous regarderez ça. Ça va sûrement se retrouver sur les médias de Cube. Je faisais une entrevue avec Chantal Ringuet, qui est cette femme qui a eu l'idée de faire une carte du métro de Montréal avec chaque nom de station accordé à une femme. Et quand je lui ai fait remarquer qu'il n'y avait ni Pauline Marois, ni Jeannette Bertrand, ben ça a vrillé. Donc, à un moment donné, elle s'est tannée, puis elle nous a raccroché
au nez. Alors, mon cher Rémi, c'est pas tout le monde qui est capable de discuter de façon posée, d'avoir des arguments, des contre-arguments. Non, ça c'est certain, mais en cette journée, enfin en cette pré-journée, parce que c'est demain, de célébration, est-ce que je dois le rappeler? Parce que j'ai été sur le site du Conseil du statut de la femme, j'ai été sur le site du gouvernement du Canada et on présente la journée du 8 mars comme une journée qui vise à célébrer et à reconnaître à l'échelle mondiale les réalisations des femmes. Et moi, faisons-le. À chaque 8 mars, je constate que c'est plutôt l'occasion d'engueuler les hommes. Non, mais c'est vrai. Et honnêtement, j'ai pas de... Et les suprémacistes blancs. Et j'ai pas de problème avec le fait que, par exemple, ce matin, Rima El Khoury, dans la presse, s'en prenne aux hommes une autre journée que le 8 mars. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec la lettre ouverte de Martine Delvaux. J'ai pas de problème avec ça. Je suis pas d'accord avec elle au pluriel. Sauf que une journée de célébration, c'est comme si je te disais, le 24 juin, là, c'est l'occasion de dire qu'il y a eu les patriotes, que le Québec n'est toujours pas un pays, que le PIB par habitant est moins élevé qu'en Ontario. Le monde dirait, mais c'est pas plutôt l'occasion de s'ouvrir une bonne bière puis de chanter du Plume la Traverse le 24 juin? Non, mais c'est vrai. Oui, je comprends le parallèle. Le parallèle est intéressant parce que si, en effet, c'est une journée de célébration, célébrons. Et Dieu sait qu'il y a des occasions de célébrer. Je l'ai fait d'ailleurs, Cybèle, tout à l'heure, en ouvrant l'émission, de dire juste le fait, Rémi, que moi j'ai un micro, que j'ai un micro et que toi, Cybèle, t'es un micro. Donc, juste le fait qu'on vive dans un pays qui n'est pas encore un pays où les femmes ont droit de parole, où les femmes peuvent être élues, où les femmes ont le droit de vote, où les femmes peuvent se faire avorter si elles veulent, on peut aussi souligner toutes ces réussites-là et souligner aussi, s'il te plaît, Rémi, que s'il y a un endroit sur la planète où on est proche de l'égalité homme-femme, c'est au Québec. D'ailleurs, et c'est grâce aussi aux hommes québécois. Écoute, là, on parle souvent de parité dans la société québécoise. C'est un objectif noble, je pense. Moi, si j'étais une femme, je voudrais, effectivement, si j'étais ambitieuse comme je suis ambitieux comme homme, personnellement, j'aimerais ça, moi, me voir un peu partout. En 2022, à l'élection, c'est 58 députés sur 125 qui sont des femmes. Donc, on est à 5 d'être majoritaire. 5, là. Pas à 20, 30, 40. C'est 58 sur 125. Merci de le souligner, Rémi. 53% des membres des conseils d'administration au Québec sont des femmes. Pas 53% des plongeuses d'un restaurant Giovanni, là. 53% des membres des conseils d'administration. Ça existe encore, ça, de Giovanni? Je pense que oui. Puis si ça n'existe pas, on va en ouvrir un. Donc, depuis 2014, il y a plus de femmes que d'hommes au barreau. Pas depuis 2022. Depuis 2014. Ça fait 10 ans, plus 11 ans. Plus de femmes que d'hommes. Les facultés de médecine, tu vas me sortir les facultés de médecine? 55% des médecins. Pas juste des étudiantes, là. Des médecins sont des femmes. 70% des notaires. C'est une job le fun, ça, notaire. 70%. bien payé, notaire. 51% des juges sont des femmes. Qui tient tête? Parce que dans les textes que j'ai lus ce matin, on nous dit, là, il y a Trump, Elon Musk, c'est le pouvoir masculin blanc. Qui tient tête en Amérique à Donald Trump? La Mexicaine. La présidente mexicaine, excusez-moi, j'ai dit la Mexicaine, c'est sorti comme ça. Non, mais Mme la Sheinbaum, présidente mexicaine, absolument. Mme Smith en Alberta. Mais Mme Smith, c'est pas une femme, c'est une femme de droite. Parce que j'ai lu dans un des textes ce matin, je me rappelle plus qui l'a écrit, c'est pas important, mais un des textes qui était donc une charge contre les hommes, l'occasion encore, j'ai dit, de nous engueuler, on disait, il y a des hommes à Washington ou des femmes de droite. Ah oui, qui sont simplement les porte-paroles ce sont des femmes. Gars. Moi, je suis plus capable. Non, mais c'est lassant. En une journée de célébration, je te parle de la Saint-Jean où on nous engueulerait. Imagine-toi si à Noël, on soulignait la haine, la tristesse, les blessures. Oui. Mais voyons donc, c'est la fête des femmes, c'est la journée. Surtout, c'est présenté comme ça dit célébrer, Colin. Pourquoi pas? Pourquoi pas aujourd'hui? Lui, il a le droit de sacrer, mais il n'est pas... Colin. C'est vrai que Colin, c'est Colin de blues, puis tout ça, là, c'est faut que je te jose. fait. Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Rémi, puis je suis contente que ce soit un homme qui le dise. Moi, je pense que quand on se considère féministe et quand on porte un T-shirt « Je parle féministe », ces droits-là, on peut pas les avoir si on est contre les hommes. Et le meilleur exemple que je peux donner, c'est récemment, on a fait une entrevue, Cybèle, avec 2 réalisatrices du film sur l'avortement. Exactement, c'est ce que je pensais. Et 2 témoignages importants. Il y avait le témoignage de Patrick Marcellet, qui parlait de à quel point lui, ça l'avait affecté quand... comment il l'a accompagné. Oui, puis comment ils avaient choisi comme couple que leur première enfance, que cette première grossesse-là finirait par un avortement. Mais aussi Henri Morgentaler. Je veux dire, il n'y a pas de droit à l'avortement au Québec s'il n'y a pas, et au Canada, s'il n'y a pas Henri Morgentaler. On peut-tu
profiter justement de cette occasion-là pour remercier les hommes qui sont des alliés aussi. Ben, je sais, mais regarde, en France, en ce moment, il y a un petit scandale avec Frédéric Becbédé qui a écrit dans Le Figaro un espèce de manifeste à quelques jours, faut-il dire, à quelques heures même de la Journée internationale des femmes, un texte pour défendre ces hommes. Hein, tu le fais souvent, toi, tu dis, moi, j'ai un bon mari, un homme bon, un féministe, un homme qui ramasse la vaisselle, un homme qui m'écoute quand je parle. Moi, j'aimerais faire un documentaire sur les mâles lambda. Ça existe aussi. Puis, tu sais, c'est difficile de faire des compliments à certaines femmes. Je t'ai apporté ici le ragoût du septuagénaire de Charles Bukowski. Et OK, Charles Bukowski, un écrivain américain qui fumait, qui buvait et qui baisait, un homme toxique avant l'heure. Ouais. Et qu'est-ce qu'il écrit dans ce livre-là? Il écrit à un moment donné, pendant que les hommes détruisent le monde, les femmes font de la confiture de fraises. Et moi, cette phrase-là, je l'ai entendue souvent, je l'ai répétée à des filles et à chaque fois, j'ai eu la même réaction. C'est ça. Les hommes sont au pouvoir et les femmes font à manger. C'est pas ça qu'il dit. C'est pendant que les hommes s'occupent du lait, les femmes s'occupent du beau. Alors, on peut-tu le dire? Et s'il vous plaît, prenez les compliments, mesdemoiselles. Donc, même le montée de lait LAID. C'est très bon. Non, c'est très bien. Puis en plus, citer Bukowski. Merci beaucoup, jeune homme. Merci beaucoup, jeune demoiselle. Félicitations à tout le monde. Bonne journée internationale des droits des femmes demain. Et merci aux hommes qui sont nos alliés. On vous aime, on vous adore. Merci et à lundi. Kid.